Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de test de ce fameux YouCall Houston que vous avez été très nombreux à me demander en test. Alors, un téléphone que je vous ai récemment présenté à l'occasion d'une vidéo de déballage, donc vidéo de déballage au cours de laquelle je vous ai montré donc cette fameuse boîte, le contenu de la boîte, et le téléphone en lui-même, sachant que la boîte est intéressante dans le sens où elle contient notamment une protection, c'est un étui, une coque pour ce fameux téléphone, ainsi qu'un film protecteur. Donc aujourd'hui c'est bien la vidéo de test puisqu'on va s'attarder sur le téléphone en lui-même, on va rentrer un petit peu dans le détail, on va regarder ce qu'il en est, notamment on va regarder ce qu'il est justement de ce téléphone, ce qu'il en est donc sous deux grands aspects. Le premier aspect c'est le matériel, donc c'est l'esthétique du téléphone mais aussi les spécifications techniques. Donc ça c'est la première partie de la vidéo et c'est ce qui sera appelé aussi le hardware, donc le matériel en lui-même. Et la deuxième partie, c'est le système d'exploitation, l'usage même que l'on peut avoir de ce mobile. Et c'est donc un peu ce que l'on appellera la partie software. Donc hardware versus software, donc matériel versus logiciel et usage. Et à la fin de la vidéo, on va tirer la conclusion de savoir si oui ou non c'est un mobile que je vous recommande. Si oui ou non, eh bien c'est un mobile que vous devez acheter. Alors la première partie de cette vidéo, finalement, eh bien c'est l'esthétique. C'est ce que l'on a comme schéma classique, notamment dans les vidéos de test de Top 4 Phone. Première partie, donc l'esthétique du téléphone, eh bien on va faire un petit tour du téléphone. On va voir ce qu'il en est, justement, ce à quoi il ressemble, et on va parler de sa prise en main. Alors, sur la face avant du mobile, qu'est-ce que l'on remarque? On a un écran ici de 4,3 pouces, sur lequel je vais revenir ici quelques instants, notamment au niveau de sa résolution. Au-dessus, on a ici un écouteur, une caméra frontale qui est une caméra 2 mégapixels, une LED de notification, alors qui est discrète ici qu'on ne voit pas, et qui s'allume notamment en rouge lorsque le téléphone est en charge et en bleu lorsqu'il est chargé, par exemple. On a un capteur de luminosité aussi sur ce fameux téléphone qui permet de gérer en automatique la luminosité de son écran. En dessous de l'écran, on a 4 touches donc qui sont des touches sensitives sur lesquelles l'indication est qu'elles sont rétroéclairées, vous venez de le voir. Et donc on a ici une entrée micro primaire. Alors sur les 4 touches ici, on sort un petit peu de l'habitude. Vous le savez aujourd'hui, Android, alors c'est le système d'exploitation. On a un Android dessus et plus précisément on a un Android 4.1.2. Eh bien, en théorie, les nouveaux Android, en tout cas les nouveaux Android Phones, donc ceux qui se basent sur un système d'exploitation qui est 4.0 et plus, n'utilisent que 3 touches. Là, ici, on en a 4, ce qui me laisse penser justement que ce téléphone est un téléphone qui à la base était conçu pour un Android 2.3 ou 2. Quelque chose, et qui finalement a été upgradé d'été en 4. Quelque chose, et donc aujourd'hui on en a une version francisée qui est une 4.1.2. Alors pour en revenir justement à ces 4 touches sensitives, on retrouve une touche qui est la touche menu contextuel, une touche accueil, une touche retour et une touche recherche. En fait, c'est la touche recherche qui est un peu originale sur ce type de téléphone avec ce système d'exploitation. Sur le côté gauche du mobile, on ne retrouve strictement rien. On notera simplement, lorsque je tiens le téléphone de profil, la petite courbe que l'on retrouve sur le haut arrière de ce mobile, justement, qui vient entourer, on va dire, le capteur photo. Le capteur photo qui lui aussi présente une certaine excroissance. Mais on va revenir sur cet aspect-là. Sur le profil gauche du mobile, donc strictement aucune fonctionnalité. Sur le haut du mobile, on a un jack 3.5 ici et un micro USB pour la charge et la synchronisation. Sur le côté droit du mobile, on retrouve un bouton de contrôle de volume plus-moins ici, un bouton on-off et une fente qui permet de retirer le cache batterie, ce que je vais faire d'ici quelques instants. Sur le bas du mobile, on ne retrouve strictement aucune fonctionnalité, comme sur le côté gauche d'ailleurs. Et à l'arrière du mobile, on retrouve donc le capteur photo, donc qui fait cette petite excroissance, voilà, qui est dans le coin supérieur gauche, son flash LED, donc il s'agit d'un 8 mégapixels, c'est clairement indiqué ici. Et avec autofocus d'ailleurs, c'est aussi indiqué, et le marquage YouCall, ainsi que la sortie haut-parleur qui se retrouve dans le coin inférieur gauche. Alors, c'est intéressant justement de signaler qu'il y a ce petit bourrelet, justement cette petite excroissance. Alors non seulement il y a un bourrelet ici en haut du mobile, mais en plus une petite excroissance faite par le capteur photo. Alors justement, je vais me permettre tout simplement de le poser sur la table et vous montrer que lorsque je pose le téléphone sur la table, mais c'est le grand coup classique de tout téléphone qui a un capteur photo qui dépasse, si je le pose sur une table, je ne peux pas taper mes SMS comme ça, vous voyez, tout simplement parce que le téléphone devient bancal. Voilà, alors c'est pas très grave en soi, on a rarement l'habitude de se servir de son téléphone de cette manière, c'est-à-dire en le posant sur une table et en tapant son SMS de cette manière-là. Enfin bon, tout ça pour dire effectivement que le capteur photo en excroissance fait une sorte d'effet bancal sur le mobile lorsque l'on le pose sur une table. Voilà. Donc c'était un petit peu la particularité de ce design. Sinon pour le reste, voilà, il n'est pas trop moche, au contraire je trouve qu'il a un design plutôt sympathique. Voilà, ce petit repli ici apporte une petite originalité sur le mobile.
Autre fait à remarquer, donc autre note intéressante à remarquer justement, c'est que tout le téléphone est en plastique glossy. Alors c'est très doux au toucher, c'est marrant, ça rajoute une petite note de qualité au mobile, ça fait moins cheap que du plastique brut que peuvent utiliser certains concurrents. Donc on est sur un traitement qui est un peu plus valorisant, un peu plus qualitatif. Reste que le téléphone est extrêmement glissant lorsque l'on n'utilise pas la protection qui est offerte avec lui. Il est extrêmement glissant parce que le plastique glossy est vraiment extrêmement glissant à son tour. Donc voilà, on est sur un téléphone qu'il faut tenir fermement en main, ce qui est tout à fait possible en raison de ses dimensions. Justement, alors des dimensions sur lesquelles je vais revenir d'ici quelques instants. Alors je vous ai parlé justement de ce cache batterie. Alors je vais ouvrir le cache batterie, je vais l'enlever. Donc c'est un cache batterie que l'on retire très simplement. Vous voyez, j'ai à peine forcé. Donc à l'intérieur, on retrouve une batterie. Donc sous le cache batterie, on retrouve bien évidemment une batterie logique, qui est une batterie amovible. C'est une U-Call, modèle SL3855660. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est une batterie format spécifique constructeur. Et c'est une batterie de 1800 mAh. On le voit, c'est indiqué ici. Au-dessus de cette batterie, et c'est la particularité de tous les mobiles U-Call, on retrouve deux emplacements de carte SIM. Donc il s'agit bien d'un double SIM, c'est un dual SIM en anglais. Une carte SIM ici au format classique. Et alors, fait intéressant à remarquer, une carte SIM au format micro. Alors, c'est-à-dire qu'on a une SIM format classique, une SIM format micro. Faites attention lorsque vous utilisez ce téléphone avec deux cartes SIM. Sachez bien que les formats ne sont pas les mêmes. C'est original, c'est la première fois que je vois ça sur un mobile double SIM. On retrouve également un emplacement micro SD qui permet d'ajouter de la mémoire, ce qui n'est pas inutile, sachant que le téléphone de base a 4 Go, ça permet de démarrer déjà un bon début, c'est un bon début on va dire, mais voilà, vous allez vite vous sentir à l'étroit, donc je vous conseille effectivement d'acheter une carte mémoire, sachant qu'aujourd'hui une carte mémoire de 32 Go ça vaut une trentaine d'euros, c'est pas l'investissement le plus déraisonnable qui soit, surtout que c'est très utile parce que ça vous permet d'ajouter eh bien, une bonne quantité de mémoire pour justement placer vos MP3, et d'autres choses puisque ce téléphone permet d'ajouter les applications et les jeux notamment sur la carte micro SD, ce que ne font pas certains concurrents que je ne vais pas citer pour les respecter, pour être gentil avec eux. Alors voilà, ça c'était la petite parenthèse donc, sur le cache batterie, les deux cartes SIM, donc l'aspect dual SIM de ce téléphone. Maintenant en termes de dimension, puisque je vous ai dit que le téléphone est glissant et qu'il faut le tenir fermement en main, en termes de dimension, on a un téléphone qui fait 13,4 cm de haut, qui fait 6,6 cm de large et qui fait 9 mm d'épaisseur, donc 0,9 cm d'épaisseur. Le tout pour un très léger 117 grammes, ce qui est lié notamment à sa carrosserie totalement en plastique et son châssis totalement en plastique. Oui, c'est un téléphone léger, c'est dans la très bonne moyenne des smartphones de cette catégorie en termes de poids. Contrario, comme je vous l'ai évoqué, c'est un téléphone qui est totalement en plastique et c'est là le gros point négatif de ce téléphone, c'est qu'il a un châssis très souple. Alors vous êtes en train de le voir, je suis volontairement, et là je force, hein. Pour le coup j'admets que je suis en train de forcer sur le téléphone, ce que je ne ferai probablement pas avec mon téléphone. J'avoue que c'est un mobile de test de près, donc je suis vache avec le constructeur, mais le téléphone, vous le voyez, je suis en train de lui donner une courbure. Et effectivement, le châssis est très souple, trop souple à mon avis, ce qui est réellement le gros point négatif de ce mobile, c'est que non seulement voilà, j'ai un châssis souple, donc qui manifeste une certaine faiblesse à la torsion, dans ce sens vous le voyez, et puis si je le fais dans l'autre sens, j'arrive totalement à déclipser le cache batterie instantanément. Donc voilà, effectivement, il y a une réelle souplesse sur le châssis de ce téléphone, c'est à mon sens le gros point négatif du mobile. À vouloir faire trop léger justement et à vouloir ne pas faire cher, justement on est sur un mobile qui est totalement en plastique mais qui est trop souple. Et c'est une souplesse que l'on retrouve d'ailleurs aussi sur la dalle tactile, vous allez le voir. Je vais revenir aussi sur cet aspect-là, parce que lorsque j'appuie sur la dalle tactile, on sent un petit enfoncement de la dalle tactile. Alors là, j'aurais du mal à vous le montrer, mais vous voyez là j'ai une petite perturbation de l'écran qui se trouve juste derrière. Tout simplement. Alors j'appuie très très fort, hein. Systématiquement lorsque je fais le test de la torsion et lorsque je fais le test de l'enfoncement de la dalle tactile, j'appuie très fort. Mais ce qui prouve aussi que la dalle n'est pas une Corning Gorilla, loin de là, on est bien sur une vitre, certes, c'est bien un tactile capacitif sur lequel je vais revenir, mais il s'enfonce, tout comme le reste du mobile, il a donc une certaine souplesse lui aussi. Voilà, donc ça c'était pour le tour du propriétaire du téléphone. Donc vous l'avez vu, hein, c'est un téléphone qu'il faut tenir fermement en main parce qu'il est glissant, mais c'est un téléphone qui tient bien en main, tout simplement parce qu'il a des dimensions qui sont raisonnables en raison de son écran de 4,3 pouces. Un téléphone léger, mais qui manifeste une certaine souplesse, mais voilà, qui est parfaitement utilisable au pouce. Vous le voyez, j'ai pas des mains de géant et je peux parfaitement l'utiliser au pouce. Voilà, j'ai pas besoin de le tenir à deux mains. On n'est pas sur un format phablette, on est encore sur un format smartphone. Voilà, donc ça c'était pour l'esthétique et l'ergonomie matérielle du téléphone. Alors maintenant, passons sur son écran. Ah oui, petite parenthèse, ce téléphone est disponible en deux couleurs. Une version bleue, un peu bleutée, et une version noire, classique.
Voilà, ce sont les deux déclinaisons couleurs qui existent sur ce mobile. Alors maintenant, pour en revenir justement à son écran, le son et la dalle tactile. Alors, l'écran, c'est un écran de 4,3 pouces, comme je vous l'ai indiqué. C'est un écran qui a une résolution QHD en anglais ou QHD en français, un quarter HD, c'est un quart de HD. En gros, non, ça n'est pas une résolution HD, au contraire, c'est une résolution qui est au quart de la HD. Donc, concrètement, c'est un écran qui fait 960 pixels par 540 pixels. Donc, on n'est pas sur une résolution HD, on est malgré tout sur un écran qui a une bonne qualité d'image. La densité de pixels est satisfaisante. On a 240 ppp, donc des fameux 240 pixels par pouce, ou en anglais pixels per inch, donc ppi. On est sur un résultat qui est somme toute de bonne qualité. De bonne qualité, d'autant plus si je lance une petite vidéo YouTube pour vous donner un petit peu l'idée eh bien de cette... Alors, le YouTube n'est pas Play Store, il faudrait tout simplement que je fasse attention à ce que je lance comme application. Bon, j'ai pas fait de fail, pas encore. Donc lorsque je lance une petite vidéo YouTube, alors, le temps pour moi justement de faire la petite saisie. Voilà, alors on va faire la petite saisie, d'ailleurs ça me permet de vous montrer que effectivement le téléphone est vraiment bancal. Alors lorsque je fais une petite saisie, alors, pour le coup il est bancal sauf si j'appuie raisonnablement, là vous voyez, je suis en train d'appuyer raisonnablement, bon, ça passe encore. Lorsque je cherche donc la vidéo de la GoPro Hero 3, cette fameuse caméra sportive dont je me sers systématiquement, j'entends la vidéo pour vous faire un test de la qualité d'image. Alors je vais mettre un peu de son aussi. Ce qui va aussi me permettre de faire une parenthèse sur la qualité du son procuré par le haut-parleur. Alors là, je jongle un peu avec les reflets. Alors la qualité d'image est satisfaisante. Hein. On est sur un écran LCD, classique, en quarter HD. Voilà, l'image est plutôt bonne. C'est pas de la HD, mais ça rend bien. Et le son, alors quant à lui, je vais me taire, je vais vous laisser écouter le son. Qui est procuré par le haut-parleur. Ah, hop, petite manip. Bon, tout ça pour vous dire effectivement, vous l'avez entendu, le son est tout de même légèrement étouffé. Enfin bon, c'est ma propre appréciation. On a une qualité d'image qui est satisfaisante, mais un son procuré donc par le haut-parleur qui est faible. Il manque de puissance, concrètement il manque vraiment de puissance, donc on a vraiment l'impression qu'il est étouffé, ça c'est la première note. Deuxième note, bon, tout ce qui est basse, forcément c'est pas vraiment son point fort. Mais alors, particularité, donc là je vous ai présenté son écran qui est de bonne qualité, maintenant je vais vous parler du son. Donc le haut-parleur est un petit peu faible, malgré tout il reste de bonne qualité, le son est totalement audible, et puis la qualité est suffisamment convenable pour entendre ce qui se passe, hein, pour comprendre ce qui se passe. Le son du jack 3.5, donc ça c'est le deuxième aspect au son, donc il y a trois aspects lorsque l'on parle du son hein, sur un mobile, bien sûr il y a le haut-parleur, le jack 3.5 et l'écouteur principal. Le jack 3.5 a exactement le même défaut que le haut-parleur, un son relativement étouffé, ce qui me laisse dire finalement que ce n'est pas tant un problème matériel que plutôt un problème logiciel. Je pense que le lecteur justement de ce téléphone, ou en tout cas la maîtrise logicielle du téléphone, a tendance à déformer un peu la qualité des éléments son. C'est-à-dire que le jack 3.5, pour l'avoir écouté, pour l'avoir testé avec le kit piéton de base, le kit piéton d'un Nexus 4, qui est mon Nexus 4 d'ailleurs, un vrai casque audio, etc., donc j'ai fait le test avec plusieurs casques différents, plusieurs écouteurs différents. On a toujours l'impression d'avoir un son étouffé et un jack, un jack 3.5 qui véhicule mal les basses, alors qu'en théorie, normalement, il ne devrait pas y avoir de déformation sur cet aspect-là. Donc c'est pas tant, je pense, un problème matériel qu'un problème logiciel. Reste que le son est déformé, dans une certaine mesure, il est étouffé. Ce qui me laisse penser que finalement, si on avait un lecteur MP3 de meilleure qualité, ou en tout cas un equalizer qui nous permettait de régler justement les paramètres de son, on aurait probablement un téléphone qui s'en sortirait très bien. Mais en natif, c'est pas le cas, donc vous serez probablement obligé de télécharger une application pour essayer de corriger ce problème. Donc je vous ai parlé du son du jack et je vous ai parlé du son du haut-parleur, je ne vous ai pas parlé du son de l'écouteur. Bon, alors en conversation, c'est exactement la même chose, hein, on a cette impression de son étouffé. Reste que l'écouteur donne une qualité de son satisfaisante, on entend parfaitement son interlocuteur lorsque l'on est en conversation téléphonique. Ce dernier d'ailleurs vous entend parfaitement bien avec son micro, l'entrée micro primaire. Il n'y a pas trop de problème là-dessus, donc en conversation ça marche bien, on a toujours effectivement l'impression du son étouffé. Enfin bon, ça reste de bonne qualité, c'est pas trop le problème là-dessus, ce téléphone s'en sort plutôt correctement. La dalle tactile, je vous l'ai montré tout à l'heure, alors c'est une dalle tactile qui a tendance à s'enfoncer, c'est une dalle tactile capacitive. Donc elle a tendance à s'enfoncer en cas de forte pression, elle va en fait impacter l'écran qui se trouve derrière.
C'est une dalle tactile capacitive 4 points, donc on n'est pas sur du 10 points, donc il y a une petite, peut-être à la rigueur, peut-être un petit manque de précision, sachant que du côté de la réactivité, on n'est pas trop mal loti, ça marche très bien. Côté réactivité, ça marche voilà, de manière satisfaisante. On n'a pas une dalle tactile qui semble peiner lorsque l'on l'utilise. C'est simplement qu'effectivement, comme il s'agit d'une 4 points, vous pourriez avoir, et encore, hein, franchement, j'ai pas eu cette impression-là, mais vous pourriez avoir peut-être un sentiment de manque de précision, soit, admettons. Voilà, donc ça c'était pour la dalle tactile, l'écran, le son, somme toute, au final le résultat est plutôt cohérent. Je le rappelle, on est sur un téléphone qui est en entrée de gamme. Je ne vous ai pas donné sa précision de prix tout à l'heure, enfin en tout cas l'indication de prix. On est sur un téléphone qui vaut 170 € et moins en mobile nu, hors engagement, hors pack, donc sur le web en avril 2013. C'est un téléphone qui vient déjà tout juste d'être commercialisé, donc il y a bon espoir que d'ici quelques semaines, mois, on voit une petite variation de prix à la baisse, quelques petites dizaines d'euros, une dizaine peut-être. Enfin, tout ça pour vous dire effectivement qu'on est sur un mobile. Voilà, je shoot la caméra, pardon. Tout ça pour vous dire qu'on est sur un mobile qui est un entrée de gamme, qui a quand même malgré tout des performances qui sont celles d'un moyenne gamme. On ne peut pas trop lui en vouloir. Et le résultat, en termes d'écran et de son, est de bonne qualité. Alors, je vais parler des performances justement. Alors, les performances, si vous le savez, j'ai 3 applications en général pour les tester. Donc, 2 applications qui testent vraiment la vélocité du mobile et une troisième qui teste en fait son écran. Alors, les 2 applications qui sont justement des applications de vélocité de mobile, ce sont notamment Antutu, Benchmark et Quadrant. Alors, Antutu me donne un score de 6634 points. Alors là, pour le coup, 6634 points. Bon, sur d'autres scores, j'ai 6600 et des poussières et d'autres 6500. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, on est sur un score aux alentours de 6600 points, un tout petit peu plus. C'est clairement le score d'un moyen de gamme. C'est le score d'un téléphone, voilà, moyen de gamme qui se défend. Alors, c'est le début du moyen de gamme, hein. Selon moi, c'est ma propre appréciation d'ailleurs sur ce sujet-là. Un moyen de gamme, en 2013, ça commence à 6000 points. En dessous, on est sur de l'entrée de gamme. Voilà, et clairement, les entrées de gamme aujourd'hui, on les retrouve aux alentours de 4000 points. Et à partir de 6000 points, on est sur un téléphone qui peut se vanter d'être un moyen de gamme et qui peut se vanter aussi de faire fonctionner toutes les applications et les jeux 3D du moment. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir un téléphone haut de gamme pour faire fonctionner un jeu 3D. Il y a des téléphones tels que celui-ci, donc le Houston, qui à 6600 points arrive à faire fonctionner des jeux 3D tels que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ça c'était pour Antutu. Quadrant, qui est aussi une autre application de benchmark, me donne un score. Alors là je vais faire un petit focus sur le score. Me donne un score de, donc c'est Your Device, de 3140 points. Donc en gros un peu plus de 3100 points. Donc là aussi, une fois de plus, Quadrant nous confirme à son tour que l'on est sur un téléphone qui est un moyen de gamme. Voilà, score de moyenne gamme. Un haut de gamme sur Quadrant, eh bien, c'est dans les alentours de 6000 points. Donc on est sur Quadrant 2 fois moins performant qu'un haut de gamme. Et sur Antutu, on est, selon le benchmark, 3 à 4 fois moins performant qu'un haut de gamme, mais on est bien dans le début du moyen de gamme. Alors, autre application que je teste, mais cette fois-ci pour tester la vélocité, mais plutôt en termes d'image, donc ce que l'on appelle les frames per second. Enfin, frame per second, c'est en fait le nombre d'images affichées par le mobile par seconde, ce qui en fait vous donne une idée de la fluidité d'image, une idée de la fluidité en fait finalement des vidéos que vous allez pouvoir voir, des jeux sur lesquels vous allez pouvoir, auxquels vous allez pouvoir jouer, pardon. Alors Epic Citadel, ça n'est ni plus ni moins qu'une démo technique qui utilise un moteur graphique qui s'appelle Unreal Engine pour mobile, c'est le 3. Ça permet notamment d'avoir une idée de la vélocité du téléphone lorsqu'il faut faire tourner un jeu en environnement 3D. Alors en fait, graphiquement c'est pas trop mal, vous le voyez, hein, l'image est pas moche. Ici le nombre de frames per seconde est affiché, donc c'est les FPS, les images par seconde. À partir de 24 images par seconde, on est sur un téléphone qui peut se vanter d'être doté d'une bonne image bien fluide. Les très haut de gamme aujourd'hui arrivent à avoir 60 FPS. Alors là je vais pas montrer toute la vidéo, mais enfin en tout cas toute l'animation, mais tout ça pour vous dire que sur ce téléphone on est à 20 images par seconde. Donc tout simplement en fait c'est lié à des performances qui sont raisonnables, qui ne permettent pas à ce téléphone d'avoir une extrême fluidité d'image. Bon en gros c'est pas très grave, lorsque vous allez utiliser des jeux de 3D et 2D, vous n'allez pas le sentir véritablement. Lorsque l'on voit une vidéo YouTube, on ne sent pas vraiment ce manque d'image, manque de rapidité d'image. Simplement qu'il y a certains téléphones aujourd'hui qui vous donnent de la HD, qui en plus vous donnent une extrême fluidité d'image. Si vous comparez ce téléphone avec des ultra haut de gamme tels que le HTC One, le Samsung Galaxy S4 ou encore par exemple le Sony Xperia Z, forcément vous allez sentir comme une image un peu plus lente. Voilà. Mais ça c'est vraiment les enfin c'est les fans quoi, c'est les accros de la HD qui vont sentir ce genre de choses. Le commun des mortels n'arrivera pas à s'en rendre compte en fait au final. Donc c'est un téléphone qui certes n'affiche que 20 fps en moyenne sur Epic Citadel, ça ne se ressent pas vraiment à l'usage.
Alors maintenant ces performances, je vous ai donné des scores, mais je vous ai pas dit ce à quoi ça correspond en fait, tout simplement. Eh bien je vais parler technique. Alors ce téléphone est équipé d'un processeur qui est un processeur double cœur 1,2 GHz. D'ailleurs on va pouvoir le voir notamment avec les infos qui sont données via Antutu. Donc c'est un processeur 1,2 GHz qui est un processeur de type ARM V7 pardon. C'est un MSM 8225 pour être précis, donc ça c'est vraiment pour les bien pointus, les connaisseurs. Le processeur graphique est un Adreno 203. Alors c'est pas forcément le modèle le plus récent, le plus performant qui existe. Au contraire, ça, les connaisseurs le savent. Mais on est sur quelque chose qui fonctionne pas trop mal. En termes de mémoire vive, bonne note, on a 1 gigaoctet de mémoire vive. C'est un bon point. C'est un bon point parce que là, sur certains téléphones qui ont des prix entrée de gamme, enfin en tout cas qui sont dans le positionnement prix des entrées de gamme, on arrive encore à trouver des téléphones en 2013 qui ont 512 MO, ce qui peut être un peu faible parfois pour faire fonctionner plusieurs applications en même temps, et notamment des jeux un peu gourmands ou des applications gourmandes. Là, on est sur un téléphone qui a 1 Go de RAM, donc c'est un bon point. Autre parenthèse maintenant en termes de performance, je vous ai évoqué tout à l'heure sa mémoire de stockage. Alors, mémoire de stockage interne, elle est de 4 Go. Alors c'est un peu faible à la longue, c'est pas faible au démarrage, c'est-à-dire que vous pourrez démarrer votre téléphone, commencer à télécharger vos premiers jeux, etc. Ça suffira largement. Mais vous allez probablement sentir très rapidement un manque, une limitation en fait par ces 4 Go, donc vous serez probablement amené à acheter une carte micro SD et forcément à l'utiliser dans l'emplacement prévu à cet effet, sachant qu'elle n'est pas fournie de base. Une carte micro SD aujourd'hui de 32 Go, donc comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, ça vaut une trentaine d'euros, et 32 Go c'est la capacité maximum annoncée par le constructeur, ou en tout cas l'importateur KUCall, sur ce mobile comme étant la capacité maximale en carte micro SD. Alors j'ai bon espoir que vous puissiez bien évidemment ajouter certaines cartes de 64 Go, mais en tout cas l'importateur UCall ne s'avance pas sur cet aspect-là et ne vous garantit ce téléphone que pour être compatible avec des cartes de 32 Go, enfin, ce qui est largement suffisant. Moi personnellement j'ai mis une carte de 8 Go, pour les tests c'est largement suffisant aussi. Et bon point, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, les applications, les jeux que vous pourriez télécharger et qui ne pourraient pas aller sur les mémoires internes parce que celle-ci est limitée, eh bien pourront parfaitement, automatiquement d'ailleurs, se placer sur la carte micro SD. Je dis cela et je fais vraiment le focus sur ce point-là parce que c'est un point sur lequel certains constructeurs ne sont pas bons et font encore des mobiles aujourd'hui en 2013 où les applications et les jeux ne peuvent pas aller sur la micro SD pour des bugs, des raisons de bugs en fait. Là je ne vais pas citer le téléphone mais les abonnés à la chaîne auront très bien reconnu le téléphone dont je veux parler. Et justement, eh bien, certains téléphones ne permettent pas ce genre de choses. Au contraire, le UCall Houston permet de gérer sa carte micro SD comme étant de la mémoire vraiment supplémentaire et de télécharger les applications et les jeux dessus. Voilà, donc petite parenthèse maintenant sur les performances même de ce mobile. Finalement, oui, c'est un mobile qui est un entrée de gamme, certes en prix, mais qui est un moyen de gamme en termes de performance. Donc c'est un bon rapport performance-prix pour ce mobile. Connectivité. Alors ça, c'est l'autre aspect justement des performances d'un mobile, ou en tout cas du matériel du mobile. Alors la connectivité... de ce téléphone, eh bien, elle est plutôt complète, plutôt acceptable. Alors, on va rentrer dans le détail. Alors, ce téléphone n'est pas un 4G, ne vous attendez pas à trouver la 4G sur ce téléphone. Ce téléphone n'est qu'un 3G+, et d'autant plus, il est 3G+, certes, mais il n'est qu'un HSPA, pour être précis, donc c'est-à-dire le début de la 3G+. Donc en gros, on est sur un débit à 7,2 mégabits seconde. MBS, c'est le début finalement de la 3G+. Voilà. Donc on est sur la 3G+, symbolique. On aurait pu avoir un téléphone 3G à ce niveau-là, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais c'est un téléphone qui fonctionne bien en Internet mobile. C'est un téléphone qui est un quadriband, donc vous pourrez l'amener partout avec vous dans le monde pour émettre vos appels, recevoir vos appels, et même chose pour vos SMS. Alors c'est un téléphone qui n'est absolument pas NFC, mais c'est un téléphone qui pour le coup est un téléphone Wi-Fi, BGN, il est hotspot, il vous permet bien évidemment d'utiliser votre mobile en mode modem, il est Bluetooth 2.0, il a le GPS mais complété d'une fonction aussi AGPS, c'est-à-dire que vous avez une précision accrue par le biais du réseau cellulaire que le téléphone peut utiliser, notamment pour faire de la triangulation à moindre niveau et savoir où il se trouve. Donc ça ajoute une précision, un degré de précision supplémentaire lorsque vous vous localisez. Il est micro USB comme je vous l'ai montré sur le dessus, il a une micro SD dedans, enfin en tout cas il a l'emplacement. Et point supplémentaire, il a une radio FM qui nécessite par contre que vous branchiez le kit piéton en guise d'antenne, mais
il a bien un tuner FM dedans. Donc en termes de connectivité, on n'est pas trop mal servi, on n'est pas trop mal loti. Particularité supplémentaire, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, pardon, on est sur un téléphone qui est un double SIM, donc on voit ici l'accroche réseau, et d'ailleurs, petite parenthèse, l'accroche réseau sur ce mobile est excellente. Ça fait clairement partie des meilleurs mobiles que j'ai eu l'occasion de tester par son accroche réseau, une vraie bonne accroche réseau. Donc c'est un mobile qui fait bien son travail de téléphone. C'est un téléphone pour téléphoner qui fait bien son travail. C'est vraiment un bon point. Le basique de ce mobile est bien respecté. Un téléphone sur lequel, vous voyez, la saisie des téléphones, des numéros est assez facile. Un téléphone qui est un double SIM, donc que je vous évoquais tout à l'heure, sur lequel lorsque je tape un numéro de téléphone, je peux parfaitement choisir d'appeler avec la carte SIM 1 ou la carte SIM numéro 2. Je peux très bien décider d'envoyer un SMS avec la carte SIM numéro 1 ou avec la carte SIM numéro 2. Voilà, une ou deux, là, c'est les petits icônes que vous voyez ici. Donc en termes d'utilisation de la double SIM, c'est très facile, d'autant plus qu'à chaque fois que vous voulez faire une action, le téléphone peut vous poser la question de savoir si c'est la SIM 1 ou 2 que vous voulez utiliser, ou alors vous avez paramétré par défaut, et alors là je rentre dans le menu, vous pouvez paramétrer par défaut l'usage même de la double SIM. Alors, petite parenthèse, parce que je vous ai parlé de sa connectivité, je vous ai parlé du fait que le téléphone était double SIM, je vous ai parlé du fait que le téléphone avait une SIM format classique et une SIM format micro, ce qui est un peu original. Ce qui d'ailleurs, selon moi, peut être éventuellement pénible si vous avez deux cartes SIM au même format, vous allez être obligé d'en couper une ou d'en demander une autre à votre opérateur, etc. C'est un peu bizarre d'ailleurs pour moi, c'est la parenthèse. Outre la souplesse du téléphone, je trouve ça assez bizarre d'avoir deux emplacements de carte SIM différents. Enfin bon, soit. Le constructeur a fait ça à sa manière. Mettons. Allez, passons. Alors, pour en revenir justement au réglage des doubles SIM, alors c'est assez particulier. Donc premièrement, je rentre dans le menu, justement, paramètres du téléphone. C'est un téléphone qui est Android, le constructeur, donc, qui est le partenaire donc, de YouCall. YouCall n'est qu'un importateur. Hein. Alors l'usine qui a conçu et fabriqué ce mobile a fait des petites traductions. Alors des fois c'est un peu hasardeux. Donc le réglage des deux cartes SIM s'appelle réglage de SIM double. Ok, donc déjà en termes de traduction, réglage de SIM double. Donc là je suis un peu tatillon, mais bon, c'est pas très français. Réglage des deux cartes SIM, à la rigueur on aurait pu avoir ça comme ça. Enfin bon, soit réglage de SIM double, ok. Je rentre dans le menu de la SIM double. Alors la particularité, tout est fonctionnel. Hein. Le téléphone n'a pas montré un seul problème lors de l'utilisation des deux cartes SIM. Mais, point qui est à noter, donc je peux gérer le mode avion de chacune des deux cartes SIM. Je peux passer les deux cartes SIM en mode avion. Je peux en avoir qu'une seule en mode avion. Je peux n'en avoir aucune en mode avion, ce qui est le cas ici. Et particularité d'un téléphone double SIM comme celui-là, je peux très bien l'utiliser avec une seule carte SIM. Hein. Sachez que je ne suis pas obligé d'avoir les deux. Bon, et je peux très bien l'utiliser dans la SIM 2 ou dans la SIM 1, c'est-à-dire que si je n'ai qu'une carte SIM, je peux très bien utiliser l'un ou l'autre des deux emplacements, c'est pas de problème, c'est très souple sur cette notion-là. Alors pour revenir à la particularité de la gestion de la double carte SIM, alors si je rentre dans la gestion de la carte SIM numéro 1, je peux lui donner un nom. Alors là, pour le coup, ma carte SIM numéro 1, je l'ai appelée carte SIM numéro 1, SIM 1, ok. Le problème, c'est que lorsque je reviens en arrière, ma carte SIM 1 ne s'appelle toujours pas SIM 1, elle s'appelle carte SIM, ok. Ma carte SIM numéro 2, qui pour le coup normalement est une carte SIM Pritel. Alors ok, je lui ai donné un nom qui s'appelle SIM 2. Ok. Eh bien, lorsque je reviens à la base, ma carte SIM s'appelle SFR. Bon, ok. Tout ça pour vous dire effectivement qu'on a déjà un petit bug, mais qui est un bug de nommage, qui n'est pas un bug fonctionnel. Ok, soit. Là, il y a vraiment une petite optimisation que YouCall aurait pu faire. Il y a une petite phase que l'on appelle le recettage, donc de vérification du mobile, qui n'a pas été faite par YouCall. À ce niveau-là, c'est un peu dommage. Bon, alors après je peux rentrer dans les réglages du mobile. Alors les fonctions ne sont pas vraiment bien nommées. Par exemple, la première fonction que j'ai, c'est son. USSD MMI. Ok, ça veut rien dire. Pour moi, ça me dit absolument rien. Ok, soit. Eh bien alors, sachez qu'à chaque fois que je vais utiliser cette fonction, quelle qu'elle soit, je peux soit utiliser le slot 1. Alors pourquoi slot 1? Pourquoi pas carte SIM 1? Pourquoi pas carte SIM 2? Pourquoi slot 1 et slot 2? Ok, d'accord. Ou alors utiliser l'outil QRD. Bon, en gros, c'est vraiment un nommage qui est hyper mal fait. Les données, alors je peux utiliser les données de la slot 1 ou de la slot 2, mais alors encore une fois de plus, pourquoi ne pas appeler ça carte SIM 1 ou carte SIM 2? Enfin bon, soit. Ok, donc je peux très bien utiliser les données cellulaires par le biais de ma carte SIM numéro 1 ou par le biais de ma carte SIM numéro 2, ou en rentrant dans une autre fonction, décider que le téléphone ne doit jamais se connecter aux données cellulaires. Bon, ça c'est une autre fonction. Les SMS, bon pareil, je peux très bien décider d'utiliser le slot 1 ou slot 2, enfin c'est pourquoi, toujours encore pourquoi, ou l'outil QRD. Alors QRD, je vais passer pour un naïf, mais alors vraiment je ne sais pas à quoi ça correspond. Ok, QRD, ok, soit. Et je peux activer la fonction rappel préféré. Ok, encore une fois de plus, soit. Ok.
Je peux aussi décider voilà, de rentrer dans les fonctions plus du mobile, consommation de données. Je peux très bien décider de paramétrer ma consommation de données, de mettre un système d'alerte sur la carte SIM 1 ou la carte SIM 2, puisque je peux très bien décider d'utiliser uniquement les données cellulaires de la 1 ou uniquement les données cellulaires de la 2, mais pas les données cellulaires de la 1 et de la 2, ça n'est pas possible. Je peux très bien décider voilà, de ne pas utiliser les données cellulaires. Donc je peux très bien décider d'utiliser absolument aucune donnée cellulaire et de ne pas faire d'internet mobile avec ce mobile. Voilà, et autre particularité justement, quand je vous disais que des fois c'est assez mal nommé, j'ai une fonction ici qui s'appelle demandez-moi. Alors demandez-moi quoi je rentre dedans et en fait c'est quand vous branchez votre téléphone en USB, donc via le câble USB à votre ordinateur, c'est savoir qu'est-ce que vous voulez en fait utiliser comme type de connexion. Est-ce que vous voulez par exemple que votre téléphone soit détecté comme une clé USB? Voilà, et ça s'appelle demandez-moi. Ok, bon. Allez, j'arrête de tacler YouCall sur ce sujet-là, mais vous l'aurez vu, oui, c'est fonctionnel. Oui, je vous garantis que ça marche très très bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais alors, le nommage des applications, le nommage des noms, enfin le nommage même des fonctions, pardon, pas des applications, a été un peu hasardeux et aurait pu faire quand même l'objet d'un meilleur travail. Mais enfin, encore une fois de plus, soit, ça ne nuit pas aux fonctionnalités de ce mobile et j'ai bon espoir que YouCall, par le biais d'une mise à jour, un jour peut-être, corrige ce genre de problème de nommage. Alors, le système d'exploitation, parce que là je vous ai parlé quand même des paramètres, mais justement je vous ai parlé très rapidement du système d'exploitation. Donc il s'agit d'un Android. Alors ça les connaisseurs l'ont remarqué, tout simplement parce qu'il y a vraiment une organisation de menus, il y a vraiment des applications de base qui ne trompent pas. Il s'agit d'un Android qui est un 4.1.2, donc il s'agit du Jelly Bean. C'est la dernière version de Android grand constructeur, parce qu'il existe bien la 4.2.2, mais qui est encore réservée notamment à des téléphones tels que les Nexus. Donc là on est sur un 4.1.2, donc qui est selon moi la dernière version grand constructeur, qui est un système ici qui est à peine retravaillé par YouCall, ou en tout cas par son fabricant. Tout simplement parce que voilà, on a un petit peu, alors on a un fond d'écran. Ok. Alors la particularité de YouCall, premièrement, c'est que tous les téléphones sont des doubles SIM. Donc ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité en termes de nommage des mobiles, c'est qu'ils utilisent tous des noms de villes américaines, notamment Houston. Donc c'est ce mobile-là. Précédemment, je vous avais présenté donc le Austin et je vous avais aussi présenté le Phoenix. Donc finalement, on a trois noms de téléphone qui sont trois noms de villes américaines et qui à chaque fois utilisent un fond d'écran qui est le fond d'écran de la ville. Voilà, donc là on est sur le fond d'écran de Houston, en tout cas je connais pas la ville mais j'ose imaginer que c'est bien Houston qui se trouve derrière. Et on a voilà, donc un petit peu de travail esthétique, mais alors vraiment très très light. Et on a vraiment pas vraiment de travail fonctionnel. On a voilà, un lecteur de musique, un lecteur de vidéo, etc. qui sont bon, un peu retravaillés, mais vraiment le minimum minimum. On a voilà, un lecteur MP3, bon, qui marche très très bien. Donc comme je vous l'évoquais, j'ai baissé le son quand même. Alors on a un lecteur MP3 qui marche bien certes, mais voilà, le son est toujours étouffé. Enfin bon, ça c'était pour vous montrer les applications. Donc on est vraiment dans un univers Android. Mais qui est à peine retravaillé sur l'aspect esthétique et sur l'aspect fonctionnel. Mais c'est pas plus mal parce que d'un autre côté, ça permet d'avoir le système d'exploitation le plus pur possible, si ce n'est les petites erreurs de traduction que je vous évoquais tout à l'heure. Alors, si on rentre dans le système d'exploitation, je vais vous montrer un petit peu ce qui est installé de base. Et je vais surtout vous dire ce qui n'est pas installé de base. Antutu est une application qui n'est pas installée de base, Asphalt 7 également, et Pixitadel. Pour le reste, sur ce panneau, tout est installé par défaut. Ici, ce qui n'est pas installé par défaut, j'ai l'impression que tout est installé par défaut. Je regarde, navigation est bien installée par défaut, Office Suite aussi. Sur ce panneau, Wildblood n'est pas installé par défaut. Bon, en gros, vous avez un système d'exploitation qui est déjà relativement complet, relativement performant, sur lequel vous pourrez très bien télécharger d'autres jeux, d'autres applications, mais aussi des musiques, des livres et des films, tout simplement parce que vous allez pouvoir accéder au Play Store. Le Play Store, c'est l'espace de téléchargement légal. C'est l'offre légale de contenu donc, de Google. Donc vous pourrez très bien télécharger des jeux et des applications, sachant que les jeux et les applications de qualité sont généralement payants, tels que par exemple Asphalt ou Wildblood, que je vais vous montrer d'ici quelques instants. Donc en termes de système d'exploitation, on est sur quelque chose qui est plutôt pas trop mal foutu. On est plutôt dans une version de base d'Android, à peine customisée, et tant mieux d'ailleurs, parce que bon, vu les erreurs de traduction, on aurait eu beaucoup de difficultés si le constructeur s'était permis d'aller beaucoup plus loin. Non, ça reste sommaire, mais ça reste de bonne qualité, et heureusement vous avez le Play Store pour vous permettre de télécharger d'autres choses. Alors si je lance un jeu qui est notamment Wildblood, pour vous permettre de vous faire une idée justement des performances du mobile, vous montrer qu'un jeu 3D ça fonctionne parfaitement, et surtout vous montrer voilà, que en termes de jeu ça supporte. Hein.
Et bien voilà, je lance Wild Blood. Alors la séquence de chargement est un peu longue, c'est normal, c'est Wild Blood. Sur tous les téléphones, y compris des hauts de gamme, on a toujours des panneaux de lancement, de loading qui sont un peu longs. Et là pour le coup, Wild Blood n'est pas un cas à part. Alors on va avoir une séquence un peu longue. N'hésitez pas à accélérer dans la vidéo avec la petite barre de défilement YouTube pour aller plus vite justement et pour accéder plus rapidement à la vraie partie jeu, ce qui va me permettre notamment de vous montrer un petit peu le jeu en lui-même. Voilà, donc c'est un peu long. Bon, tout ça me permet quand même de vous évoquer bien le synopsis de Wild Blood, qui est un bon petit jeu défoulant. C'est un jeu de type hack and slash, donc en gros c'est un jeu où vous avez une épée, vous avez un chevalier, c'est Lancelot dans le jeu. Lancelot, pour tout vous évoquer, est parti d'Avalon. Il revient d'Avalon, en fait, Arthur, pendant que Lancelot était parti, parce que Arthur c'est le roi d'Avalon, vous le savez, il n'était pas très content parce qu'il y avait une histoire avec Guenièvre, Lancelot, etc. Bon, vous en doutez, toujours cette fameuse histoire. Et Arthur est pas content, et Arthur demande à Morgane de se venger, enfin en tout cas de le venger. Morgane déconne un peu, ouvre les portes de l'enfer, et Avalon est complètement ravagé par les démons. Lancelot revient, Lancelot avec sa grosse épée est pas content, puisqu'il constate que la ville est complètement ravagée, et Lancelot donc met des coups d'épée dans tous les sens. Donc en gros c'est un jeu où vous tabassez du démon à longueur de journée. C'est un jeu très sympathique, très défoulant, avec des graphismes 3D qui sont très sympas donc, et vous tatanez du démon à grands coups d'épée. Alors voilà, on est vraiment sur un jeu 3D, qui est un jeu qui tourne sous le Unreal Engine que je vous ai montré tout à l'heure. Un jeu pas trop mal fait, pas trop moche quand même. C'est un jeu de mobile avec des bonnes performances, donc voilà, là on est en mode tuto, donc c'est le mode tutoriel, et puis on va pouvoir aller tataner du démon. Voilà. Alors je suis en train d'essayer de jongler avec les reflets pour vous permettre de regarder un petit peu ce que ça donne. Alors le jeu en lui-même ne manifeste aucun ralentissement pendant que je l'utilise, vous l'avez vu. C'est un jeu 3D qui est relativement gourmand, mais qui ne ralentit pas lorsque je l'utilise. Le seul aspect justement de ce jeu, c'est que on a ce sentiment, alors ça c'est vraiment les puristes, de l'image qui manque de fluidité, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, parce qu'il y a un manque de FPS par seconde, enfin de FPS tout simplement. Mais dans l'absolu, le jeu reste totalement jouable, la qualité d'image est bonne, pas de problème là-dessus. Voilà, j'arrive parfaitement à l'utiliser. C'est un bon téléphone avec des performances tout à fait acceptables. Voilà. Somme toute, un jeu où on peut jouer sans aucun problème avec du Wild Blood. Alors je vais lancer Asphalt 7 aussi pour vous montrer un petit peu ce que peut donner un jeu de bagnole sur ce mobile. Alors on aura toujours des panneaux de loading longs, comme un jour sans pain, la fameuse expression. Et voilà, n'hésitez pas à accélérer dans la vidéo YouTube justement pour éviter les séquences de loading qui sont peut-être un peu longues. On voit bien que c'est un petit chargement, là on voit bien le petit icône qui s'anime, mais waouh, que c'est long, que c'est long. Mais encore une fois de plus, ce n'est pas vraiment la faute de ce mobile, c'est tout simplement que tous les téléphones sur lesquels j'utilise ce jeu sont toujours des téléphones qui mettent 3 plombs à afficher le jeu. J'espère que si un jour Gameloft, et normalement c'est prévu pour cette année puisque Gameloft est l'éditeur de Asphalt 7, j'espère que Asphalt 8 sera quand même plus optimisé pour les mobiles. Vraiment. Parce que le jeu est sympa en lui-même. Si ce n'est des phases énervantes où on vous demande, où on vous sollicite pour acheter plus et plus d'options, mais avec des vrais euros. Donc c'est un peu énervant ça. Mais sinon, le jeu est sympa et puis plutôt addictif. Mais toujours des panneaux de loading qui sont longs. Donc n'hésitez pas à accélérer dans la vidéo. Alors, voilà, on va pouvoir faire une petite partie et je vais pouvoir vous montrer ce qu'il en est. Alors vous vous en doutez, c'est un jeu qui se conduit à l'accéléromètre. Je peux parfaitement utiliser l'accéléromètre de ce mobile pour justement piloter la voiture. Puisque oui, il y a bien un accéléromètre qui permet aussi de passer le téléphone en mode portrait et paysage. Pas de problème là-dessus. Des panneaux de loading, en veux-tu en voilà. Si t'en avais pas assez mangé pendant une minute, et t'en as encore. Ça, le jeu est super cadeau au niveau des panneaux de loading. Alors,
Alors vous allez voir que j'ai vraiment amélioré mes compétences en matière de jeux vidéo sur mobile. Hein. Bon, mais tout ça pour vous dire en fait que Asphalt 7 fonctionne parfaitement bien. Donc le fameux test que je fais systématiquement sur Asphalt 7, c'est de connaître des objets avec ce jeu. C'est symptomatique. C'est-à-dire que si votre mobile a justement un phénomène de ralentissement lorsque vous tapez un objet sur ce jeu, donc, vous pouvez être sûr que le téléphone va avoir du mal à gérer justement le jeu. Alors pour le coup, vous voyez, je tape des objets, je tape des lampadaires, et le jeu ne manifeste pas de ralentissement. On n'a pas l'impression d'avoir un freeze, un lag du jeu, donc c'est preuve que effectivement ce téléphone a des performances largement suffisantes pour faire tourner des jeux 3D. Voilà, donc ça c'était pour vous parler du système d'exploitation et des applications. Autre parenthèse, donc autre partie de cette notion de système d'exploitation, de software, donc d'usage, eh bien c'est l'usage, hein, comme je viens de l'évoquer, de ce mobile. Alors un mobile entrée de gamme en général à 170 €, c'est un mobile qui se destine plus particulièrement au marché des particuliers. Donc c'est un téléphone qui généralement, lorsque l'on est sur un positionnement de prix de ce type-là, se destine plutôt à un marché de particuliers, donc à un besoin perso. Alors reste que ce téléphone est un double SIM et que sur le marché français, un téléphone double SIM, ça peut aussi, et c'est d'ailleurs l'un des usages principaux, être utilisé comme téléphone pro. En gros, vous pourriez très bien, et c'est une manière d'utiliser ce téléphone, avoir deux cartes SIM, une perso, une pro, et ça vous évite d'avoir deux téléphones dans vos poches, et voilà, et d'utiliser deux forfaits téléphoniques en même temps dans votre mobile. Donc ça, c'est la première des choses. Donc c'est l'un des bons points, c'est pouvoir utiliser tantôt pour du perso, tantôt pour du pro, voire les deux en même temps. Donc c'est vraiment un mobile qui est polyvalent. Alors c'est un mobile qui est polyvalent dans le sens où vous pouvez parfaitement utiliser des jeux, parfaitement utiliser le lecteur MP3, parfaitement utiliser une galerie pour voir vos photos, les photos que vous auriez prises, donc, chose sur lesquelles je vais revenir d'ici quelques instants aussi. Donc vous pourriez très très bien utiliser ce téléphone en tant que mobile ludique. Vous pouvez très bien utiliser ce téléphone pour envoyer des SMS, pour gérer votre répertoire. Voilà, rien ne vous empêche justement, d'ailleurs petite parenthèse, de gérer votre téléphone avec un clavier AZERTY format paysage. Voilà, parce qu'on me demande souvent d'ailleurs de montrer le clavier. Donc oui, vous pourriez très bien utiliser ce téléphone en mode perso. Vous pouvez aussi parfaitement l'utiliser en mode professionnel, parce que vous avez un navigateur internet. Voilà, vous avez un navigateur internet. Alors mon Wi-Fi est peut-être un peu capricieux. Voilà, vous avez un navigateur internet qui marche très très bien, qui ne claque pas les templates. Vous avez donc une application qui s'appelle Internet, un navigateur Internet, une application qui s'appelle Chrome, qui n'est ni plus ni moins qu'un autre navigateur Internet, mais qui est celui fait par Google. Vous avez la possibilité d'envoyer vos emails, puisque effectivement il y a un gestionnaire d'email, il y a même un gestionnaire de Gmail, donc l'application Gmail. Ouais, bon, en gros, tout ça pour dire aussi que vous avez une application qui est une application GPS, donc qui vous permet aussi de vous localiser, avec l'application Maps, qui est aussi une application de cartographie, qui, par le fait que c'est une application, enfin, par le fait que la puce est une GPS, mais à GPS surtout, vous permet d'avoir un positionnement, y compris en habitation. Donc en gros, oui, c'est un téléphone qui convient parfaitement et à un usage personnel et à un usage professionnel, voire les deux en même temps. Donc oui, c'est un téléphone pas cher, qui convient aux particuliers et qui convient aux professionnels. Alors, petite parenthèse que je veux faire aussi sur ce téléphone, c'est l'appareil photo. Alors l'appareil photo, vous vous en doutez, c'est un 8 mégapixels comme je l'ai évoqué avec flash LED et autofocus. Alors le bon point, c'est que l'appareil photo de ce téléphone est un appareil photo qui marche pas trop mal en journée. Alors à savoir que lorsqu'il y a de la lumière, l'autofocus n'est pas trop mauvais, il se positionne bien, il n'y a pas d'effet d'autofocus qui se balade n'importe comment, chose qui peut arriver sur d'autres mobiles, y compris des moyennes de gamme et des hauts de gamme, avec des autofocus un peu capricieux, des fois ça m'est déjà arrivé de tester ça. Là, on a un autofocus qui est précis, que vous pouvez, entre guillemets, débrayer, parce que vous pouvez vous-même choisir la position de l'autofocus. Voilà. Donc, en gros, vous pouvez faire vous-même votre focale, et vous pouvez prendre la photo, simplement. La photo qui est prise en journée, donc avec de la lumière, elle est de bonne qualité. Là-dessus, il n'y a pas de problème. La photo qui, elle, par contre, est prise en obscurité, donc lorsqu'il commence à faire sombre, eh ben, pour le coup, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai pris deux clichés avec tous les efforts du monde, sur une surface sombre, en nuit, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lumière extérieure, et forcément le flash, alors là, pour le coup, c'est pas trop mauvais, mais le flash a tendance à tabasser méchamment. C'est-à-dire que le flash, voilà, une fois sur deux, vous allez avoir un résultat plutôt correct, et l'autre fois, vous allez avoir un flash qui tabasse méchant. Tout simplement, c'est probablement lié au temps d'ouverture du capteur. Bon, en gros, oui, le flash, voilà, il est là, il balance de la lumière. En photo de soirée, bah, vous allez vous retrouver avec une petite blague, c'est-à-dire que vous allez avoir probablement un effet hyper lumineux, hyper éclairé de la photo. Voilà, donc il n'y a pas vraiment
Il n'y a pas vraiment de surprise, hein, vous le savez, les smartphones, bon, ne sont pas des appareils photo à part entière, donc c'est vraiment des photos des pannes. La bonne surprise, c'est qu'en milieu lumineux, bah, la photo est de bonne qualité, voilà, pas de souci. En milieu obscur, bon, bah, forcément, vous allez avoir un flash qui va vous inonder votre sujet de lumière et qui va rendre la photo surexposée. Bon, c'est un grand classique. Bon, tout ça pour en revenir sur l'appareil photo, oui, au final, ma conclusion sur ce dernier, c'est que bah, il n'est pas trop mauvais. Il prend des photos que je qualifie de des pannes, avec un bon autofocus d'ailleurs. L'autofocus est plutôt intelligent, il bug pas. Donc c'est vraiment un appareil photo, on va dire, correct. Voilà, donc ça c'était pour la fin justement de l'usage et de la fin de cette grande partie qui est finalement software, usage, donc versus matériel. Mais j'ai envie d'arriver sur 2 autres points, vous le savez, même 3 précisément. Donc il y a 3 points sur lesquels j'ai envie d'arriver avant d'arriver sur la conclusion de cette vidéo. Donc les 3 points sont l'autonomie, le DAS et le contenu de la boîte. L'autonomie du téléphone, alors elle est confiée à une batterie qui fait 1800 mAh. C'est largement suffisant pour un mobile comme ça. C'est un mobile qui n'est pas extrêmement énergivore, extrêmement gourmand, sauf si vous commencez à rentrer dans les jeux ou dans le lecteur MP3 et que vous vous attardez dans ces derniers. Donc c'est à savoir que si vous êtes raisonnable dans votre utilisation, c'est un mobile qui peut parfaitement tenir 2 jours en autonomie. Si vous commencez à le taquiner un peu avec du jeu vidéo, genre une demi-heure par jour, un peu plus voire, c'est un mobile qui risque peut-être, même plus que peut-être sûrement, d'arriver plutôt dans une autonomie d'une journée. Bon, voilà. Mais ça, c'est le mal de tous les smartphones actuels. Rares sont les smartphones qui arrivent à dépasser les 2 jours en autonomie, y compris et surtout en utilisation, on va dire, normale. Il y a vraiment de très rares exceptions. Alors ça, c'est un point sur l'autonomie qui est une autonomie tout à fait classique, on va dire. Sur le DAS du mobile, très très bonne surprise, le DAS de ce mobile est très faible, en tout cas faible, je ne vais pas dire très faible parce que je vais moduler mon propos. Le DAS de ce mobile est faible. Alors il a précisément un score de 0,53, donc 0,53 watts par kilo en émission d'onde, donc le fameux débit d'absorption spécifique lorsque vous collez le téléphone à votre oreille. Bon, et bien c'est un DAS qui est dans la très bonne moyenne, dans la bonne moyenne basse, hein, c'est vraiment le bas de la bonne moyenne. En gros, tout ça pour vous dire que oui, c'est un bon DAS, là où certains concurrents vous collent encore du 0,9 et plus dans la tête lorsque vous les utilisez. Alors le DAS aujourd'hui, on sait, hein, c'est cette capacité qu'a le téléphone à émettre des ondes lorsque vous l'utilisez en données cellulaires. Pour le coup, aujourd'hui, aucun rapport vraiment fiable ne dit que le DAS, on n'a pas suffisamment de recul, est un véritable problème pour la santé publique. Malgré tout, le principe de précaution veut qu'on vous en parle, même lorsque l'on teste les téléphones, et c'est ce que je fais, parce que je préfère être transparent avec vous sur tous les téléphones testés désormais, parce que le DAS, au tout début de mes vidéos, il y a encore 2 ans, je ne l'évoquais pas forcément, mais aujourd'hui c'est systématique. Et effectivement, le DAS de ce téléphone est de bonne qualité. Voilà. En tout cas, le DAS qui est communiqué par le constructeur, donc 0,53 watts par kilo, et qui en théorie a été testé par un organisme indépendant, est de bon niveau. Donc oui, c'est un bon point. Voilà. Et autre point sur lequel je voulais revenir, c'est donc forcément la boîte et le contenu de la boîte. Alors je vous l'ai montré justement lors de la vidéo de déballage. Le bon point, et c'est ce que j'évoquais en début de vidéo, c'est qu'il y a une coque fournie, une coque souple, fourni avec le téléphone et un film protecteur d'écran donc fourni avec le téléphone, donc à savoir que vous n'aurez pas besoin d'acheter ces accessoires. Et bien c'est une bonne note, c'est des petits cadeaux, alors ça coûte pas très cher, hein. Une coque à fabriquer ça coûte même pas 10 centimes, un film protecteur ça coûte 1 centime, donc vous voyez le constructeur voilà, vous a ajouté des cadeaux qui valent pour lui moins d'une vingtaine de centimes, mais oui c'est vraiment une bonne note, c'est une manière de se différencier de ses concurrents. Et justement, c'est une parenthèse que je vais faire d'ici quelques instants, mais c'est une manière pour YouCall de se différencier de ses concurrents en apportant des accessoires gratuits. Donc vraiment un bon point. Voilà, donc la vidéo dure depuis près de 50 minutes maintenant. Il est temps pour moi de faire la conclusion de ce fameux test et de vous dire ce que je pense de ce fameux YouCall Houston. Alors le YouCall Houston, c'est le 3e mobile commercialisé par YouCall. C'est un mobile qui clairement permet à ce constructeur de renforcer sa position sur les téléphones low cost, donc des téléphones entrée de gamme, pas cher, 170 € je le rappelle, et dotés de bonnes performances. C'est concrètement aujourd'hui la réponse à un marché français notamment de plus en plus mature où les consommateurs ont l'habitude désormais d'acheter leur téléphone à part de leur forfait. Et donc, entre guillemets, à bien différencier forfait d'un côté, mobile de l'autre, et à ne pas utiliser ce que l'on appelle le mobile subventionné, ou en tout cas le modèle subventionné, qui est le modèle historique apporté notamment par les 3 opérateurs que sont Bouygues, SFR et Orange, donc, qui par le biais de forfaits élevés, donc avec des forfaits mensuels au prix élevé, subventionnent une partie de l'achat de votre mobile. Donc aujourd'hui le marché est de plus en plus mature, les gens se rendent compte qu'effectivement acheter un mobile à part et avoir un forfait téléphonique à côté pas trop cher, comme ce que vous pouvez l'avoir sur Pritel notamment, eh bien c'est une bonne idée.
Et voilà, on a donc voilà, avec YouCall la réponse à ce type de besoin, en tout cas à ce type de comportement d'utilisation, de consommation, qui est un comportement selon moi intelligent. Voilà, qui vous permet au final de réduire votre facture. Donc on est vraiment sur un téléphone qui est dans cette optique-là et qui est un téléphone qui se confronte forcément à une concurrence rude et acharnée, d'autant plus que YouCall est une marque qui est naissante, qui est arrivée il y a peu de temps, et qui est arrivée il y a peu de temps sur un marché qui commence déjà à connaître certains challengers très agressifs tels que, je vais le citer, Wiko. Donc en gros, lorsque vous achetez un YouCall, eh bien vous achetez un mobile en fait d'un importateur français qui importe des mobiles chinois, tout comme Wiko. Donc c'est exactement le même type d'entreprise. Hein. Wiko et YouCall ont les mêmes modèles, les mêmes business models, à savoir des partenaires chinois qui conçoivent et qui fabriquent des mobiles, et que les importateurs, qui sont Wiko et YouCall, commercialisent en France. Après les avoir légèrement adaptés, ou en tout cas les avoir légèrement fait adapter au marché français. Donc on est vraiment dans les mêmes optiques de téléphone, et ce téléphone forcément se concurrence à des Wiko sur ce point de vue, donc à savoir des mobiles pas chers, double SIM et relativement performants. Donc concrètement, on est sur un téléphone qui, doté d'un écran 4,3 pouces, va clairement taper sur son concurrent direct qui est Wiko. Voilà. Et est-ce que ce téléphone finalement s'en sort? Alors, la conclusion de ce mobile, voilà, la conclusion de ce test par rapport à cette concurrence très rude. Parce que si on prend le téléphone en lui-même, oui, c'est un bon mobile, et oui, c'est un mobile pas cher, c'est un mobile qui s'en sort bien, même si on a quelques petits problèmes de traduction, donc il y a la traduction qui est un peu hasardeuse, mais au final, c'est un mobile qui s'en sort très très bien en performance et qui fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Reste que la concurrence, donc comme je l'évoque depuis quelques minutes, est très très rude, extrêmement rude, avec du Wiko qui notamment a des mobiles qui sont de bons mobiles, qui notamment par exemple le site et le Wiko ThinkPix qui à mon sens est quasi concurrent direct parce qu'il a un écran un tout petit peu plus grand, mais en termes de performance on est sensiblement sur les mêmes eaux. Donc en gros oui, on va concurrencer des Wiko Think Plus, des Wiko ThinkPix, on est vraiment dans cette même catégorie là. Et finalement, est-ce que ce YouCall Houston sort son épingle du jeu? Oui, oui, mais à un seul titre, c'est à savoir le contenu de la boîte, les accessoires. C'est aujourd'hui, le seul point de différenciation de YouCall, en tout cas de ses mobiles, par rapport aux concurrents, à savoir les accessoires qui sont généralement fournis avec, et les protections qui sont fournies avec le mobile. A contrario, Wiko est une marque, alors là maintenant je ne dénigre pas volontairement la marque, je fais simplement la parenthèse qui est celle liée aux échos que nous en avons sur notre blog et notre forum, et même sur la chaîne YouTube. Wiko est une marque qui semble avoir des problèmes de SAV, tout simplement parce que voilà, ils ont vendu beaucoup de mobiles, preuve que la marque marche bien, mais ils ont peut-être été sous-dimensionnés par rapport au retour produit, c'est-à-dire que oui, ils ont eu en phase de naissance, il y a plus d'une année, 2 ans maintenant, des mobiles qui avaient beaucoup de bugs techniques, beaucoup de pannes. Alors aujourd'hui la chose semble réglée, mais en tout cas il y a une grosse inquiétude sur le SAV de Wiko. Une grosse inquiétude sur le SAV de Wiko qui n'est pas forcément non plus totalement absente de YouCall, dans le sens où YouCall est une marque qui est naissante et dont on ne sait pas vraiment si elle est bonne en SAV. Voilà, donc les échos que nous en avons pour le moment sur YouCall sont plutôt dans l'inverse. C'est plutôt une absence d'écho. C'est-à-dire qu'on a bien un ou deux internautes qui nous ont dit que le SAV de YouCall était efficace, mais on n'a pas vraiment pu en avoir beaucoup plus des échos, et forcément on n'a pas vraiment nous-mêmes pu tester la rapidité d'action du SAV de YouCall. Donc en gros, on est sur un mobile qui est le YouCall Houston, qui est vendu à 170 €, qui est un bon mobile, mais qui va probablement peiner à sortir du lot, tout comme les autres Wiko, tout comme les autres mobiles de ce type. Donc finalement, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est tout simplement lorsque vous allez acheter ce mobile, moi je vous conseille de prendre le moins cher. Voilà. C'est bête, c'est aussi bête que ça, mais ce téléphone n'apporte rien par rapport aux autres, les autres n'apportent rien contre ce téléphone, donc il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est le contenu de la boîte, je le rappelle encore une fois de plus. La vraie différence finalement sur ce type de téléphone, c'est le prix. Encore une fois de plus, ce type de téléphone existe avec un seul objectif, une seule raison d'être, c'est avoir un prix bas et en fournir quand même pour son argent. En gros, c'est ça. Donc oui, je vous recommande le téléphone, oui certes, je vous le recommande d'autant plus si vous arrivez à avoir un prix bien agressif sur ce téléphone, plus attractif que les concurrents. Voilà. Mais dans l'idée, dans l'absolu, oui, c'est un bon téléphone. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, une vidéo qui dure depuis plus de 50 minutes, maintenant presque 55 minutes, bientôt 1 heure. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Donc une vidéo qui va être publiée sur YouTube, comme d'habitude, notre chaîne étant Top for Phone, comme d'habitude. C'est d'ailleurs peut-être l'endroit où vous êtes en train de visionner cette vidéo. Vous êtes peut-être aussi en train de visionner la vidéo tout simplement sur notre blog, top-fort-fun.fr, une URL que vous voyez déjà en haut à gauche de la vidéo depuis son démarrage, depuis son début. Donc n'hésitez pas également à venir commenter
et sur la chaîne YouTube, et sur la vidéo en elle-même, et sur notre blog. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre forum qui est top-fort-fun.fr/forum. Bon, tout ça pour vous dire que c'est une URL que l'on retrouve facilement accessible depuis donc, notre blog ou facilement accessible depuis les commentaires de cette vidéo, sur YouTube par exemple. Donc n'hésitez pas à passer sur notre forum, sachant qu'il y a une section qui s'appelle « Quel téléphone choisir ?», qui est une section qui compte déjà plusieurs milliers de messages et qui nous permet d'échanger avec vous et de vous conseiller, nous, c'est Top for Fun, mais aussi les lecteurs et contributeurs de ce forum, sur eh bien, le mobile que vous devriez, en tout cas selon nous, choisir. Voilà, donc c'est bien le nom de la section « Quel téléphone choisir ?». Voilà, donc n'hésitez pas également à passer sur notre forum. Et dernière petite parenthèse, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Facebook et Twitter, qui sont deux supports que nous utilisons pour vous donner eh bien, de l'information de type flash news, par exemple sur l'arrivée de nouveaux mobiles au sein de catalogues constructeurs, aussi au sein de catalogues opérateurs. Mais aussi, par exemple, des informations sur notre planning. Voilà, c'est aussi par le biais de Facebook que, personnellement, je vous donne le planning des tests que je suis en train de réaliser, des plannings de tests de vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas également à passer sur Facebook et Twitter. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Moi, j'attends avec vive impatience vos commentaires. N'hésitez pas aussi à liker Top for Fun, mais aussi à liker la vidéo, à mettre des pouces verts de partout et à partager la vidéo à votre bon loisir. Voilà, n'hésitez pas à faire tout cela. Merci d'avoir visionné la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.